Notre invité politique ce matin, c'est Éric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis et porte-parole de la France Insoumise. Bonjour. Bonjour. Vous allez partir en vacances demain ? Vendredi, je vais partir en vacances, oui. Donc vous n'allez pas rester jusqu'au 9 août. On a appris ce matin que finalement, la session extraordinaire allait se prolonger jusqu'au 9 août. Vous voulez prendre des vacances, vous n'allez pas rester. On alterne dans le groupe. Je crois qu'on est très présent, le moins qu'on puisse dire. Même proportionnellement par rapport aux autres groupes, on a tenu toujours à être nombreux. Là, c'est uniquement une loi organique qui repasse pour des raisons de raté de la majorité, puisqu'ils ont voulu faire passer un article qui n'est pas constitutionnel. Et donc, on a décidé de faire une rotation, parce qu'à partir du 20 août, on va être de nouveau sous le pont. Et surtout, il faut être en forme pour se mobiliser contre la loi travail à partir de septembre. Et on a 2 campagnes derrière nous, donc on admet une fatigue. Et vous savez qu'on... Alors la fatigue, on en entend beaucoup parler, la fatigue de Jean-Luc Mélenchon. Il s'est exprimé sur les réseaux sociaux avec une vidéo notamment sur son compte YouTube. Vous savez que, par exemple, la fin de l'abolition des privilèges a été votée le 4 août, par exemple, si on parle de la Révolution française. C'est quand même... Excusez-moi, le coût de la fatigue, c'est quand même un peu gros, non ? Pourquoi ? Quel rapport avec l'abolition des privilèges ? Vous n'auriez pas fait la Révolution, du coup, si ça avait été... Non, vous inquiétez pas, si la Révolution était pour le 4 août, je crois qu'on resterait quelques jours de plus. Non, il faut pas être démagogique, je trouve. D'abord, on a 2 campagnes derrière nous, et puis on peut admettre une certaine fatigue. Et vous savez, la fatigue, elle n'est pas seulement un problème personnel, c'est que nous prenons très au sérieux notre tâche de député, de parlementaire. On vote des lois, on discute. Vous avez vu qu'on est très présent dans l'Assemblée. Le moins qu'on peut dire, c'est qu'on ne prend pas ça à la légère. Et il y a un moment donné, il faut avoir une capacité intellectuelle quand même qui est à de bons niveaux. Et là, vous arrivez à bout. Et là, on l'admet. Alors, en plus, le gouvernement vient de nous faire des séances extraordinaires, jour et nuit quasiment, pour faire passer au forcing des lois, et des lois très importantes. C'est surtout ça le problème qui devrait vous alerter. C'est qu'on a voté, par exemple, hier, la loi travail, qui est une loi qui déstructure, qui détruit, enfin, en tout cas, une première mouture de la loi travail qui détruit le code du travail. Là, on nous fait passer en séance extraordinaire une loi sur la confiance sur la vie politique, franchement, où il n'y a quasiment rien dedans, sauf pour les députés sur quelques points, pour un peu plus Vous avez voté pour même ? On s'est abstenu. On s'est abstenu parce que dans cette loi, il n'y a rien sur les lobbies, il n'y a rien sur le pantouflage, il n'y a rien sur les conflits d'intérêts, il n'y a rien sur le contrôle populaire. Et en réalité, la seule cible qui est visée, c'est les parlementaires sur lesquels on est en train de jeter la vindicte pour, à mon avis, asseoir encore un peu plus un régime de monarchie présidentielle qui est celui de M. Macron. Donc, voilà, dans cette loi, il n'y a pas grand-chose. Est-ce qu'on avait besoin de séances extraordinaires pour la faire passer? Je ne crois pas. Et donc, à un moment donné, on dit stop. Mais ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, il y aura un groupe très pugnace qui défendra la loi. Combien de députés resteront? Vous avez une dizaine, et largement plus en proportion que les autres groupes. Ça va. À peu près la moitié. Je pense qu'on n'a pas à avoir honte on n'a pas à avoir honte du travail que fait France Insoumise, les députés de France Insoumise depuis le début de cette session. Autre sujet important, la SNCF, les problèmes sur le réseau ferroviaire. La ministre des Transports a mis la pression sur la SNCF, elle demande des explications. Vous dites tout simplement qu'il n'y a pas assez de moyens à la SNCF, c'est ça ? Il n'y a pas assez de moyens, et puis plus on s'éloigne d'un service public, moins ça va bien. Vous savez, je regardais vos titres tout à l'heure, le titre fondamental aujourd'hui, c'est le 2 août. On a consommé tout ce que la Terre peut produire, absorber, etc. Et le train, c'est un moyen justement écologique de voyager. Bon. Donc à partir de là, ça ne peut pas être la question de la rentabilité, ça ne peut pas être la question des injonctions de Bruxelles qui nous imposent la mise en concurrence, qui doivent prédominer, ça doit être l'intérêt national, l'aménagement du territoire, des trains qui arrivent à l'heure, des trains qui transporteraient aussi des marchandises. Il faut revenir sur le fret ferroviaire. Et au lieu de ça, on a fait tout l'inverse. Pour préparer la mise en concurrence, on a séparé, cette loi stupide qui a séparé le réseau du roulant. Alors on essaie plus ou moins de revenir dessus, tellement ça ne marche pas, avec une espèce de nouvelle entité qui surplombe. Enfin, tout ça est très technocratique. Contrairement à ce que disent les syndicats depuis des années qui demandent des moyens, on a laissé les lignes classiques la plupart du temps se détériorer au profit du tout TGV. Donc quiconque connaît la ligne Paris à Austerlitz et la ligne Paris-Toulouse savent que, par exemple, on met 45 minutes de plus qu'il y a 30 ans pour faire le même trajet. Mais alors, c'est quoi la solution ? Il faut remettre des aiguilleurs à chaque poste ? La solution, c'est que la SNCF redevienne une vraie entreprise de service public, qui a la question écologique, qui a la question de l'aménagement du territoire, la question du transport des passagers des marchandises comme priorité plutôt que le tout camion. On remet les moyens. La question n'est pas la rentabilité première, parce que la rentabilité que nous avons à faire, la vraie dette que nous avons, c'est la dette écologique. Et le train, là-dessus, est une arme première pour lutter contre le réchauffement, pour des raisons que chacun comprendra. C'est mieux que du tout camion.
On vient en venir à un autre sujet. Le Canard enchaîné révèle ce matin que le siège du Parti socialiste serait à vendre. C'est la mort du PS. Et c'est grâce à vous ? Je pense qu'il s'était très bien débrouillé tout seul. C'est vrai que nous avons maintenant heureusement une force alternative pour le camp de l'émancipation qui est France Insoumise, mais le PS, avec notamment François Hollande, se sont débrouillés pour se détruire pendant plusieurs années. Bon, je dirais qu'après avoir délaissé leurs idées, maintenant ils sont obligés de vendre les murs. Voilà, c'est un peu ça le principe. Maintenant, j'ai pas plus de commentaires à faire là-dessus. Ni tristesse, ni non, non, je pense que voilà, c'est la fin effectivement d'un parti qui était jusqu'à maintenant le pilier majoritaire de la gauche, qui jouait là-dessus pour le vote utile. Et heureusement, je pense qu'il y a une nouvelle chose qui est ouverte un nouvel espace ouvert avec France Insoumise. Et je crois que moi, je crois qu'on a une recomposition totale du champ politique et qu'en gros, les partis du XXe siècle laissent place aujourd'hui à de nouvelles lignes de force. Il y a En Marche, qui représente le camp, on va dire, libéral. Il y a France Insoumise, du côté du camp progressiste, et on a l'extrême droite. Bon, je ne sais pas trop ce que vont faire les Républicains, mais on voit bien que tout ça, c'est en train de se redessiner, quoi. Recomposition de la vie politique et recomposition de la vie politique aussi en Amérique latine. J'aurais aimé vous parler du Venezuela. On ne vous entend pas trop sur cette question. Allez-y, posez-moi les questions. Juste, est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui de défendre Nicolás Maduro ? Je vous rappelle que 2 de ses principaux opposants ont été arrêtés en Bastille hier. Ils ont été relibérés. Ils sont aujourd'hui... En résidence surveillée, vous ne le dites pas assez. Je crois qu'il faut arrêter avec le manichéisme présenté sur tous les médias aujourd'hui sur le Venezuela. Au Venezuela, il y a une situation où vous avez une partie de l'opposition, celle notamment très à droite et d'extrême droite, qui depuis l'élection de Maduro et même avant Chavez, en réalité n'a jamais admis que Maduro était élu, qui n'a jamais admis les nationalisations du pétrole, jamais admis qu'on utilise la rente pétrolière, non pas pour enrichir l'oligarchie, mais pour la santé, pour l'éducation, etc. Bon. Et depuis, ils ont, une partie, en tout cas de cette opposition, fait à des formes insurrectionnelles. Je vous fais remarquer, vous n'en parlez pas, mais est-ce que c'est normal que des policiers, par exemple vénézuéliens, soient attaqués à l'acide ? Ça se passerait ici dans le pays lors de manifestations. Et ça se passe ici ? Au cocktail Molotov ? Eh bien non, oui, enfin le cocktail Molotov, c'est pas de l'acide, excusez-moi, et on tire pas sur les policiers, donc on n'a pas tout à fait la même situation. Je vous rappelle que ce week-end, par exemple, ceux qui ont été tués, le plus grand nombre de tués, c'est des policiers et un candidat chaviste, etc. On a aussi une opposition qui, comme par hasard, parce que le racisme existe beaucoup dans ces pays-là, s'en prend principalement aux Noirs. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la situation est moins manichéenne que celle que vous présentez. Et que Nicolás Maduro est dans son droit en faisant ce qu'il fait. En tout cas, il a été élu. Ce n'est pas une dictature. Alors, on peut juger de la manière dont se fait la répression, on peut juger de la manière dont il essaye de sortir de l'ornière. Je pense y compris qu'il y a des pousses à l'affrontement des deux côtés, mais je pense que la solution de remettre, et c'est la seule solution si on veut éviter la guerre civile, de remettre la question du vote, la question politique avec la constituante était une bonne idée. Ils ont eu plus de 8 millions de voix. C'était allé à l'encontre d'un vote qui avait déjà eu lieu. C'était la majorité qui avait perdu. 7 millions de voix quelques jours avant par l'opposition. 8 millions de voix, c'est à peu près le rapport de force depuis longtemps entre Maduro, qui est souvent appuyé par les classes populaires, et l'opposition qui est appuyée plutôt par les classes moyennes et une partie de l'oligarchie. Donc on a une confrontation. C'est très tendu. Donc si je vous suis, avec les États-Unis derrière, il faut le dire, vous avez vu les déclarations de M. Trump qui ont toujours considéré que c'était leur jardin privilégié, l'Amérique latine, et qui ne supportent pas les régimes progressistes. Mais on n'est pas dans le coup d'État de Pinochet, là, c'est autre chose quand même. Vous parlez de quoi ? De la droite ? Non, la droite n'a pas encore fait le coup d'État de Pinochet, mais à droite et dans l'extrême droite opposée à Maduro, il y a beaucoup d'admirateurs de Pinochet. Vous le savez, ça, par exemple. Donc vous défendez Mordicus, Nicolás Maduro, malgré les excès. Je m'oppose à une vision manichéenne qui laisserait à penser qu'on est face à une dictature alors qu'il y a des élections et qu'on est face à un régime qui quelque part, s'imposerait face à tout son peuple. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous les équilibristes, c'est plus compliqué que ça. Et non, je ne joue pas les équilibristes. Et je vous dis que la solution doit être politique. C'est d'ailleurs ce qui est tenté en ce moment. Je crois que l'ancien Premier ministre Zapatero d'Espagnol essaye de jouer au monsieur bons offices entre une partie de l'opposition, j'allais dire moins extrême, et le gouvernement Maduro. Et je crois que, en tout cas, avoir tenté la constituante avec quand même un succès populaire pour aussi sanctuariser les acquis du mouvement du chavisme est une chose qui me semble est à même de remettre la paix civile. Je ne sais pas s'ils vont y arriver, mais en tout cas, c'est par là qu'il faut tenter de le faire. Juste une dernière question. Et pas surtout pas pousser au feu des deux côtés. Il nous reste très peu de temps. Juste une réponse. Les Jeux Olympiques à Paris 2024, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Moi, je n'étais pas très favorable aux Jeux Olympiques, même si j'apprécie énormément les Jeux Olympiques. Je viens du domaine sportif. J'adore cette Pour la Seine-Saint-Denis ?
Oui, mais je pense malheureusement que le monde de l'argent, le monde des sponsors a pris le pas. Maintenant, ce qu'il faut faire pour la Seine-Saint-Denis, notamment et pour la France, c'est de faire en sorte que les promesses écologiques, de faire des jeux écologiques et sociaux, soient le plus tenues possible. Et ça va être une vraie bataille, parce que très souvent, vous avez remarqué ces dernières années, ça déborde largement vers le monde de l'argent et vers des équipements qui ne servent plus à rien au Brésil ou à Athènes. Donc il va falloir se battre pour faire en sorte que le cahier des charges soit respecté. Merci beaucoup Éric Coquerel d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous tout de suite, la météo, une nouvelle édition.